Nicolas Benchigomis, commandant du Parc national de la Langue de Barbarie. La langue de Barbarie, le Parc national de la Langue de Barbarie, en fait, c'est une aire protégée qui a été créée en 1976 par décret présidentiel et qui couvre 2000 hectares, dont le noyau central fait 800 hectares. Donc le reste, c'est la zone tampon. Alors les activités de ce parc sont nombreuses et multiples. Nous intervenons dans la gestion écologique de cette aire protégée, notamment dans le suivi écologique des tortues marines qui font l'objet de la création de ce parc. Nous faisons également le suivi écologique des oiseaux reproducteurs au niveau de l'île aux oiseaux. Nous faisons également le suivi écologique, ou plutôt le suivi ichthyologique des poissons, dans la mesure où le parc constitue une zone de frayère pour les poissons qui viennent se reproduire aussi bien dans le fleuve que dans les lagunes. Donc, au-delà de ces suivis écologiques, nous menons beaucoup d'activités de restauration de l'écosystème. Nous faisons également des activités de sensibilisation, beaucoup d'activités de sensibilisation au niveau de chaque village, au niveau des écoles, pour toucher le maximum de cibles, notamment les jeunes, sur la question environnementale. Au-delà de ces activités d'éducation environnementale, il y a le volet économique, et ce volet économique par rapport à la population, c'est l'encadrement des femmes, l'encadrement des groupements, dans le cadre des activités génératrices de revenus, et également l'aspect tourisme. C'est un parc touristique avec ce potentiel écologique en termes de plan d'eau, mais également en termes de la biodiversité qui attire beaucoup de touristes. Le tourisme étranger, oui, mais actuellement on est en train de développer ce qu'on appelle le tourisme local. Donc si je puis me résumer, donc voilà un peu les axes d'intervention des agents qui sont là dans ce parc, et en rapport avec la communauté, avec la population, on arrive à créer une synergie avec la communauté qui nous permettent vraiment d'arriver à engranger des résultats probants. Il faut signaler déjà que le parc s'étend sur 2 communes, sur 2 régions, la région de Saint-Louis, mais également la région de Louga. Par rapport à ces 2 départements, le parc s'étend sur 17 km de plage et 17 villages périphériques interviennent dans ce parc. Donc, il est évident que si le parc s'étend sur ces 17 villages, il va sans dire qu'il y a une interaction entre la population et les activités qui se mènent. Parce qu'on dit que la ressource appartient d'abord à la communauté. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que gestionnaire, nous devons faire de sorte que la communauté puisse se retrouver dans la gestion de ce parc-là. C'est pourquoi d'ailleurs on a changé de paradigme pour dire qu'il faut impliquer la population dans la gestion de cette ressource-là, dans la mise en place des projets de faisabilité, dans la faisabilité, mais également dans l'évaluation. Donc sur tous les processus d'activité d'un projet quelconque qui nous arrive, les populations sont impliquées du début jusqu'à la fin. Juste dire que le processus, la dynamique de travail que nous avons mis en place ici nous permet d'être en phase avec la communauté. Parce que nous ne faisons rien qui n'est pas au su et dont la population ne participe pas totalement. Et nous avons en notre sein un groupe de jeunes qu'on appelle les éco-gardes qui constituent l'interface entre la population
et nous-mêmes. Ce qui fait tout ce qu'on entreprend, tout ce que nous le faisons en concomitance avec ces jeunes. Et au besoin, on fait appel aux personnes ressources qui sont dans les différents villages. On les convie à une réflexion assez large où les questions de gestion, les questions d'orientation, les questions de faisabilité sont posées. Et on travaille tout le temps en synergie avec cette communauté-là. Et donc, depuis l'avènement de ce parc jusqu'à présent, plusieurs bailleurs sont passés ici. Et donc, entre autres bailleurs, il y a le PMFM. Le PMFM s'est intervenu à plusieurs reprises. J'en veux pour preuve le projet Compact qui est passé ici. J'en veux également pour preuve le projet Racide. Et ces deux projets, à ma connaissance, sont des projets qui ont été totalement financés par le PFM, le PMFM. Ce qui fait les interventions dans le parc ont touché aussi bien les agents, aussi bien la communauté, mais également l'écosystème du parc. Et les résultats sont probants. Ça a permis de créer d'abord une synergie entre ces jeunes qui étaient porteurs de ces projets-là, mais également la communauté. Le premier projet qui est passé là, c'était un projet communautaire qui a permis vraiment à ces jeunes-là de mettre en place, et il faut dire qu'avec ce projet-là, on a commencé ce qu'on appelle ici des reboisements de mangroves. Ça, c'est dans le cadre de la restauration de l'écosystème. Et grâce à ces financements, on est arrivé à engranger énormément d'hectares reboisés au niveau c'est la population, c'est les agents. Et donc, c'est pourquoi je dis ici, on ne fait rien sans la concomitance, sans la coordination avec la population. Et d'ailleurs, depuis lors, toute activité de reboisement se fait avec la population, par et pour la population. Parce que ce que nous faisons, nous ne sommes que des agents, nous ne sommes que passagers ici. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de ce parc-là et par incidence pour le bien de cette communauté. Et aujourd'hui, la population est tellement sensibilisée, la population a tellement compris l'enjeu de la conservation de cette ressource que parfois même, elles ne nous attendent pas. Elles se mettent au devant de la scène et nous, on ne vient que les encadrer et les orienter. Donc c'est pour dire que la plupart des projets qui sont passés ici n'ont pas de soucis en termes de travail, en termes d'implication communautaire. Les organisations communautaires de base sont toujours présentes et nous ont toujours accompagnés dans le cadre de nos activités. C'est pourquoi d'ailleurs ça nous a permis d'engranger énormément de résultats en termes de suivi écologique des oiseaux. On a fait des formations ici des jeunes, on a fait ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des résultats sur l'écologie, l'éthologie de l'ensemble des espèces qui se reproduisent au niveau de l'île aux oiseaux. Donc c'est un processus, ça nous a permis de former ces jeunes-là et aujourd'hui ces jeunes ils peuvent même partir sur le terrain sans les agents parce qu'ils sont suffisamment aguerris, ils ont été suffisamment formés grâce à l'appui de ces différents projets-là qui nous ont permis aussi d'asseoir ici une base de données vraiment assez importante pour les chercheurs, les universitaires qui viennent ici, qui accompagnent les jeunes, pour les étudiants qui viennent faire leur thèse, leur mémoire de master, et même pour les étudiants des écoles techniques, l'ISFAR, du Bélor, qui viennent ici. Et ils sont tout le temps accompagnés par ces jeunes qui ont été formés grâce à l'appui de ces projets-là. Donc au-delà de ça, la restauration de l'écosystème a permis d'enclencher des produits de type nouveau. Aujourd'hui, on parle des arches. Aujourd'hui, on parle de coquillages, des huîtres. Et ces huîtres, vous savez très bien que avec le reboisement de la mangrove aujourd'hui qui arrive à un stade de développement assez important, on peut développer des activités d'ostréiculture à ce niveau-là. Et ça va permettre à ces femmes qui s'activent dans ce milieu-là d'avoir une valeur ajoutée par rapport à leur travail. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais grâce à l'appui de certains projets, on est arrivé à faire des reboisements, on est arrivé à
à restaurer cet écosystème-là pour permettre de booster un peu des activités génératrices de revenus. Et donc, peut-être quelques années plus tard, on va aller au-delà de l'ostréiculture, on va aller dans le sens de mettre en place des activités, comment dirais-je, d'apiculture, pourquoi pas, en mettant des ruches dans ces mangroves-là pour produire le miel de mangrove. Et donc, voyez-vous, au-delà du rôle écologique, écosystémique que la mangrove joue en termes de séquestration du carbone, la mangrove qui a été reboisée dans le cadre de ces programmes-là ont permis aujourd'hui de lutter contre les changements climatiques. Je veux dire l'effet de serre. Donc, le projet RACID, quand le projet RACID est arrivé, le projet RACID a couvert un peu le département, ou si vous voulez, la zone de la commune de Gandon et la commune de Diabengando. Donc moi-même qui suis conservateur ici, j'ai participé activement à la faisabilité de ce projet-là en termes de sensibilisation, en termes de formation de plusieurs acteurs, aussi bien à Gandon qu'ici. Et donc c'était un volet qui était tout à fait basé sur une grande... la communication, je veux dire, a pris une grande partie sur ce projet-là. On est allé vers les communautés. On a organisé des ateliers de formation, aussi bien ici à Gandon qu'à Saint-Louis, et pour toucher le maximum de la population de la zone. Dans des ateliers d'éveil de conscience, de prise en conscience de l'importance de la gestion, de la conservation des écosystèmes. Aussi bien ici qu'au Djoudj, ça a vraiment engrangé des résultats parce que l'adhésion communautaire était là. Et aujourd'hui, on peut se permettre de dire que ça a fait tache d'huile au niveau de ces différentes communautés-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un autre projet qui arrive va trouver déjà un terreau déjà prêt à accueillir ce projet-là. Parce qu'on ne va pas aller recommencer pour dire il faut sensibiliser, il faut ceci, parce que cette communauté-là a été déjà avisée, cette communauté déjà sait ce qui se passe, les enjeux de conservation, les enjeux pour la restauration de l'écosystème et les enjeux socio-économiques qui doivent retomber sur cette communauté-là. C'est pourquoi un nouveau projet qui arrive n'a pas à se soucier d'où est-ce qu'on doit commencer. On doit dérouler juste parce que la population a été déjà préparée par rapport à ça. Aujourd'hui, on essaie de changer de paradigme pour s'approcher un peu du modèle des AMP. Parce que je vous ai dit tantôt que la gestion des ressources, c'est d'abord la question communautaire, parce que la ressource appartient à la communauté. Et donc on dit, tout ce que tu fais sans moi est contre moi. Donc nous les impliquons en amont et en aval dans les prises de décision. Donc on est en train de mettre actuellement en place un grand comité de gestion. Ce comité de gestion-là va nous accompagner, bien qu'il y avait un comité scientifique qui est là, un comité d'orientation, mais on s'appuie beaucoup sur ces écogardes-là. Mais on veut aller au-delà de ça pour formaliser un comité de gestion qui va nous permettre d'avoir vraiment des assises, une assise forte pour nous booster vers des activités où toute la population sera totalement en phase avec les gestionnaires. Donc vous voyez que la collaboration est là et se poursuit et on essaie tous les jours d'améliorer, d'aller de l'avant pour qu'une adhésion totale soit entre les gestionnaires du parc et la communauté.